Ça Ah, y est, on est en live. Pardon, bonjour à tous. On était en bonjour. train de se connecter. On sait que vous arrivez au fil de l'eau. Merci, merci d'être là. Merci de venir écouter un peu une dose d'optimisme en ce mercredi. On est mercredi, en ce mercredi. On accueille aujourd'hui Julien Perron. Julien, merci. Merci d'être là. Merci d'être avec nous. Il faut savoir que quand on a dit que tu venais ce soir en live, il y a plein de gens qui nous ont dit « Ah, j'ai adoré son documentaire. Je trouve cet homme tellement touchant. » Et c'est quelque chose de rare, tu vois, qu'on nous dise que quelqu'un est touchant. Donc, on va essayer de découvrir un peu tout ça. Julien, est-ce que on parlait juste avant ce live de se présenter? Comment est-ce qu'on se présente? Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots, nous dire qui tu es? En fait, ça me fait tout le temps sourire cette question, tu sais, parce que moi, le premier des lives aussi, je pose toujours cette question. C'est Et c'est ce que j'expliquais d'ailleurs à Eva, en fait, quand elle m'a interviewé. En fait, moi, je pense profondément, tu vois, si on doit mettre une étiquette, si on doit me définir, que je me considère avant tout comme un citoyen, tu sais, comme un citoyen du monde, en fait, tout simplement, qui fait ça, Libri. Et vraiment, c'est ce que je ressens profondément. Après, comme on a l'habitude de mettre des étiquettes, eh ben, on peut considérer que du coup, je suis réalisateur et producteur de films depuis maintenant 4 ans. Je suis créateur d'événements avec le Festival pour l'école de la vie et le Congrès Innovation en éducation. Et puis que je suis un chef d'entreprise intuitif. Parce que en fait, je fais beaucoup de choses. Je ne vais pas tout résumer, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de très créatif et j'aime bien passer de l'idée à l'action assez rapidement. Donc, si on devait résumer tout ça, on pourrait dire que je suis un chef d'entreprise intuitif. Et tu es multicasquette surtout. On va peut-être commencer par parler un peu éducation parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, c'est entre autres un de tes chevaux de bataille. En l'occurrence, est-ce que tu peux nous dire comment tout d'un coup le sujet de l'éducation est venu à toi? En fait, j'allais dire, c'est assez simple, mais quelque part, pas forcément. Il faut remonter. Donc quand j'étais à l'école, moi, je suis dyslexique et dysorthographique. Et donc, j'ai 41 ans à l'heure d'aujourd'hui. Et à l'époque, je pense qu'on n'avait pas les outils, tu sais, pour accompagner les enfants qui apprennent de manière un peu différente. Et on était déjà dans une logique de nous mettre un peu tous dans le même moule parce que c'est quand même plus pratique. Et donc, pour tous les élèves qui ne rentrent pas dans ce cadre-là, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, moi, j'ai ressenti donc du coup très tôt la différence, en fait, de me sentir différent des autres, même si je faisais beaucoup d'efforts pour faire un peu comme tout le monde, tu vois, je révisais, j'essayais d'avoir des bonnes notes comme tout le monde, mais ça fonctionnait pas parce que c'était pas ma méthodologie d'apprentissage. Et donc, pour pallier quelque part à ça, je pense que j'ai la bonne idée de transformer tout ça et de cultiver cette différence en fait. Et donc, du coup, je suis devenu un peu le pitre dans la classe dès le CM2, en gros CM1, CM2. Et puis, ça a duré toute ma période scolaire, donc jusqu'au bac. Et donc, ça a été quand même plutôt un terrain de jeu, l'école. T'as pas Malgré tout, j'ai souffert dans les premières années parce que c'est quand même pas évident de se sentir différent, en tout cas que tous les indicateurs, que tu vois, les enseignants, tout en fait, tout te pointe du doigt en disant que tu es différent. Et ça, c'est pas forcément simple. Mais je te dis une fois de plus, moi, j'ai transformé ça pour, j'imagine, pas trop en pâtir et pas trop en souffrir, en rigolant en fait, donc en faisant rire un peu tout le monde dans la classe, quoi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les années se sont écoulées. J'ai essayé de passer des diplômes. Donc, j'ai passé 2 fois un bac. J'ai été jusqu'à un BTS Action commerciale. J'ai essayé, mais j'ai pas eu de diplôme. Et comme j'étais en alternance à l'époque, je travaillais en même temps dans une entreprise. J'ai ce que j'appelle révéler mes excellences. En fait, j'ai vu assez rapidement que pour moi, c'était très fluide et très simple de fédérer les gens autour de moi, de communiquer. J'ai senti que j'avais cette fibre en fait d'homme de communication. Et puis après, c'était assez pragmatique parce que j'ai vu que l'entreprise de mon patron à l'époque se développait très rapidement, qu'il s'achetait une grosse voiture, après une grande maison, après un gros bateau. Et donc, je voyais bien en fait que mon chiffre d'affaires, tu vois, était exponentiel de mois en mois et d'année en année. Et puis, j'ai eu un déclic. J'étais pas en accord en fait avec les valeurs, avec l'éthique de l'entreprise, et j'avais envie de donner du sens à ce que je faisais. Et comme je voyais que j'avais des excellences, en fait, mon leitmotiv premier dans mes réflexions, c'était de me dire comment je peux mettre en place, à contribution, on va dire, mes excellences pour les autres.
pour le bien commun, pour l'humanité, pour peut-être mon arrondissement, pour ma famille, pour mes voisins. Et puis, j'avais une grande soif de liberté et je sentais qu'il fallait que je crée quelque chose, que je vole de mes propres ailes, en tout cas que je me lance dans cette aventure. Et donc, un peu contre toute attente, j'ai quitté cet emploi dans lequel j'étais quand même plutôt bien payé, dans lequel je voyageais un petit peu partout en Europe, pour me lancer à 23 ans dans la création d'une entreprise. Et tout bonnement, en fait, j'ai créé le marché du tourisme éco-responsable à l'époque. Ah, tu étais en avance. Ouais, j'étais précurseur. Et je ne savais pas, en fait, que je me lançais là-dedans. Moi, j'avais juste une idée d'une façon de voyager qui était très différente de ce qu'on faisait à l'époque. Et puis après une étude de marché, j'ai vu que c'était possible. Donc du coup, je me suis lancé. Mais une fois de plus, comme je n'ai pas de diplôme, je ne maîtrisais pas ce secteur. Et je vais la faire un peu court, mais je crée cette entreprise qui s'appelle Neo Horizon Travel, donc qui regroupe des agences de voyage et puis des hébergements qui sont orientés autour du bien-être et de l'éco-responsabilité. Je lance ça, ça fonctionne très bien les 4 premières années. Et au bout de 4 ans, je m'aperçois que le secteur du tourisme ne me correspond pas, que c'est un vrai milieu de requins. Et donc, je décide de switcher et je crée une agence de communication qui est dédiée aux thérapeutes, qui s'appelle Néo Bien-être. Et donc, ça fait 17 ans maintenant qu'on développe cette agence. Et pendant le cheminement, à chaque fois que je voyage dans un pays, que je reviens en France, parce que je me déplace beaucoup, en fait, 6 mois de l'année, je suis en déplacement un peu partout dans le monde, à titre perso et professionnel. Et quand je reviens en France, systématiquement, je me dis, mais c'est fou comme tout part de l'éducation. Comme un de mes leitmotifs, c'est justement d'inspirer les gens, de semer des graines et d'essayer d'apporter un regard un peu différent sur ce qui nous entoure. Je voyais en fait au fur et à mesure que déconditionner un adulte, c'est extrêmement long. Alors que si on commence dès l'enfance, dès l'éducation, a priori, on peut gagner du temps. Et donc, je me disais, ça tournait dans ma tête et je me disais, mais il faut faire quelque chose. Et d'un coup, j'ai ce projet d'école que j'imaginais quand j'étais gamin, dans lequel moi, je me sentirais potentiellement bien, qui refait surface. Je rentre au bureau, j'écris un article, je publie cet article. C'est un article de plus, en fait, parmi plein d'articles qu'on publie. Et là, en 3 mois, je reçois plus de 600 emails de personnes qui veulent m'aider à créer cette école. Il faut remonter en arrière, donc c'est 5 ans en arrière. Et waouh, je me dis, c'est incroyable qu'il y ait autant de personnes qui fassent écho. Alors, on avait toujours un peu d'écho quand on publiait les articles, mais pas autant, c'était colossal. Et donc, je n'arrivais pas à répondre à tout le monde. Et je me suis dit, je vais organiser un pique-nique. Et je vais demander à tout le monde de venir avec de quoi manger, avec une nappe. On se retrouve tous ensemble et puis on continue d'avancer sur l'idée de créer cette école. Et donc, il y a bien 600 personnes qui sont venues à ce pique-nique. Ok, c'était à Paris? Non, c'était sur le plateau du Larzac. Ok, en plus. Ouais. Ouais, incroyable parce que c'était pas accessible. Tu vois, on était à 800 mètres d'altitude. Il fallait être très, très motivé pour venir. Okay. Et on passe une journée de dingue. Il y a à peu près peut-être une centaine de personnes qui restent dormir sur place, tu sais, un peu comme Woodstock, quoi, avec des tentes. Et donc, on à refait... l'époque, moi, j'y étais. Et donc, on refait le monde comme ça, éducatif. Et à la fin de cette journée, donc le lendemain, avec une partie de mon équipe, on se dit, mais c'est trop dommage, on a passé une journée qui était géniale, dommage que ça s'arrête que maintenant. Et on se dit, tiens, il faudrait que l'année prochaine, on organise un pique-nique qui dure plus longtemps, pendant 3 jours, et puis accessible sur Montpellier. Et puis dans notre brainstorming, on se dit, tiens, on va l'appeler le festival, on va appeler ça un festival pour l'école de la vie. Et on ne savait pas trop dans quelle direction on se lançait. Et on a cherché des terrains, on a rencontré un monsieur qui s'appelle Henri de Flaugergue, qui détient le château de Flaugergue. Et donc, du coup, il y a un vrai coup de cœur humain avec lui. Il nous a dit, si vous voulez faire votre festival sur notre château, il n'y a pas de problème. Et là, on est passé de 600 personnes à 9000 personnes l'année d'après. On a fait un bond géant, mais colossal. Et on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, si tu veux, qui viennent. Et dans ce festival, du coup, c'était quoi? Tu invites les gens à venir co-créer ce qu'est l'école de demain. À quoi les gens participent en fait dans ce festival? Parce qu'il continue du coup à exister. Oui, bien sûr, ouais, ça fait maintenant, on fera notre 6e année l'année prochaine. En fait, il y a 220 exposants, il y a 35 conférences, il y a des animations et des débats en continu, il y a des spectacles, il y a des concerts. Tout est orienté autour de l'éducation, évidemment. Donc, il a vocation à servir à beaucoup de choses. Pour moi, le point de départ le plus important, c'est que ça réunit jusqu'à 15 000 personnes pendant 3 jours. Donc sur le même terrain, des personnes qui viennent des 4 coins de la France, mais qui viennent aussi de plein de pays. Je ne vais pas tous te les citer parce que maintenant il y en a beaucoup, mais grosso modo, il y a la Martinique, la Guadeloupe, l'île Maurice, le Canada, la Suisse, la Belgique, l'Angleterre et plein d'autres. Et donc pour moi, c'est trop rare, tu vois, de se retrouver comme ça pendant 3 jours
15 000 personnes, tous connectées de la même façon, avec des valeurs communes, qui ont envie évidemment d'avancer dans l'éducation, qui font force de proposition aussi pour beaucoup qui proposent déjà des outils. Et donc, d'un coup, on se rend compte, donc c'est un super point de rencontre pour créer encore d'autres choses, tu vois, derrière. Comme si on était, si tu veux, tous complémentaires. Et ça, pour moi, c'est le point de départ le plus important. Et aussi, probablement, se sentir moins seul. Parce que quand tu parles du système éducatif, moi, j'étais un peu l'inverse de toi et j'étais la bonne élève qui, du coup, n'a pas du tout suivi sa voie parce qu'on m'a fait faire des maths en me disant qu'il fallait faire des maths. Enfin, ouais. Et je suis un peu dyslexique, moi, sur les chiffres. Du coup, je me plantais complètement. Ça, je ne comprenais pas ce que je foutais là-dedans, mais j'osais pas, en fait. Et tout à l'heure, tu parlais de révéler les talents. Finalement, c'est aussi ça qu'il va falloir qu'on aille chercher dans le système éducatif, à révéler les talents. Donc, j'aurais une question. Moi, j'en veux beaucoup au système éducatif d'un point de vue global. J'ai eu de la chance, tu vois. Aujourd'hui, toi aussi, probablement, où on a attrapé notre chance au vol. Comment te voit le système éducatif et comment, un jour, les écoles traditionnelles bougent? Est-ce que tu vois des profs qui viennent à toi? Parce que nous, on a aussi beaucoup de témoignages de profs qui nous disent moi, j'ai pas le choix, j'en peux plus de ce système. Et limite, on voit même des profs quitter l'éducation nationale. Qu'est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens les choses bouger aujourd'hui? On parlera après d'innovation pédagogique. Oui, évidemment que les choses bougent et je ne pensais pas que ça avançait autant que ça. Donc, grosso modo, là, ça fait un peu plus de 7 ans maintenant en fait, que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation. Et alors, il y a plusieurs choses. Déjà, le point qui me semble hyper important, c'est qu'à l'époque, quand on s'est lancé, on n'avait pas vraiment j'allais dire, de soutien. Même d'ailleurs, encore à l'heure d'aujourd'hui, tu vois, parce que je pars du principe qu'on est mieux servi que par soi-même, donc je ne perds pas du temps à aller chercher des sponsors, des mécènes, le soutien de la mairie, de la région, du département. En fait, on se débrouille depuis 6 ans tout seul. Okay. Sauf que là, les choses ont changé parce que maintenant, on vient vers nous. Là, il y a l'UNESCO qui est venu vers nous il y a 3 semaines, tu vois, pour nous demander s'il était possible qu'il soit partenaire de nos événements. Ouais, c'est énorme. On sait que le ministère de l'Éducation nationale participe au congrès Innovation en Éducation et au festival pour l'école de la vie. On sait qu'il y a plein de fondations, on sait qu'il y a plein d'ONG, qu'il y a plein de fédérations. Tu n'as pas de listing de qui vient quand les gens s'inscrivent, ils s'inscrivent en tant qu'individu? Alors, plus ou moins. En fait, on a une billetterie qui est en ligne et après, les gens peuvent prendre leur billet sur place. Donc, on sait grosso modo, par exemple, qu'il y a 50% des enseignants sur l'ensemble du public qui vient. Que ce soit au congrès ou au festival. Et on sait qu'après, c'est beaucoup de professionnels qui sont dans le monde de l'éducation ou qui s'y intéressent. Et puis évidemment, la majorité sont des parents. Tu vois, tu peux être enseignant parent, professionnel parent, etc. Donc c'est à peu près le public. Et donc, oui, ça avance de ce point de vue-là. Moi, je trouve ça génial. Ça avance au sein du ministère de l'Éducation nationale parce que ça, on ne le voit pas. Et même beaucoup d'enseignants ne sont pas au courant. Mais en fait, on a pris vraiment une bonne direction. Sauf que ce n'est pas mesurable. C'est-à-dire que si on le met à l'échelle de la France, il y a à peu près 1 million de salariés, c'est-à-dire 1 million d'enseignants, tous secteurs d'activité confondus. Moi, je pense, pour être de manière très synthétique, qu'il y a 50% des enseignants qui sont aware, en fait, qui sont très au de ce qui peut potentiellement se passer à l'extérieur de l'éducation nationale et qui vont faire une démarche proactive de se former et donc de payer ça de leur propre poche pour aller, par exemple, soit au festival, soit au congrès, soit sur d'autres choses, d'autres pratiques. Et il y a 50% d'enseignants qui, de par leur culture, leur conditionnement, ne sont pas encore totalement prêts à accepter le fait qu'il y ait d'autres outils à l'extérieur et qui potentiellement pourraient être très bons à tester en fait au sein de leur classe. Donc, ils ne sont pas totalement fermés, mais ils mériteraient qu'il y ait plus de communication, qu'on soit plus en contact de ces personnes-là pour leur montrer un peu le champ des possibles, leur mettre peut-être aussi en contact, si ça peut les rassurer, avec des scientifiques qui ont mené des expériences. Tu vois, en fait, de leur apporter vraiment des choses très concrètes. Pour ces personnes-là, ces 50% qui ne sont pas encore totalement très ouverts. Parce que ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui, je reviens sur le côté scientifique, c'est qu'il y a des scientifiques qui s'y intéressent. Donc, scientifiques, si vous nous écoutez, venez dans les classes, menez des expériences avec des divers outils qui existent à l'extérieur et vous allez pouvoir mesurer par vous-même en fait que ça fonctionne. Dire que la méditation, que le yoga, que l'empathie, c'est hyper important et que ça permet aux enfants justement de beaucoup mieux se développer déjà en tant qu'être humain et d'être peut-être même plus productif à l'école, c'est pas suffisant en fait. En France, il nous faut des scientifiques qui valident des choses. Ouais. Tu vois, donc ça serait bien qu'il y en ait de plus en plus. T'as pas beaucoup du coup, ça veut dire que le monde de la recherche ne s'y intéresse pas encore assez? Pas encore assez.
Ok. On voit de plus en plus côté entreprise, en tout cas, on parle de plus en plus de neuroatypisme, tu sais, de au potentiel, zèbre, hypersensibilité, etc. Moi, c'est des sujets évidemment qui me touchent. Est-ce que ça, c'est en train d'arriver dans le système éducationnel? Parce que c'est souvent un truc qui est très curieux qui arrive, c'est quand les enfants se font détecter que les parents se disent oh, merde, je me comprends. Ah ouais, non, mais oui, moi j'ai même le sentiment que ça a commencé vraiment d'ailleurs dans le monde de l'éducation, hein, quand on parlait de zèbres, d'hypersensibles, etc. C'est génial, je ne savais pas que ça s'intégrait de plus en plus dans le monde de l'entreprise, c'est une très bonne chose. Alors Euh, attends, pour ceux qui ouais. ne connaissent pas, les zèbres, c'est ce qu'on appelle les hauts potentiels émotionnels, des gens qui ont des capteurs un peu intuitifs. Je ne sais pas quelle est la vraie définition du zèbre, mais toutes ces personnalités un peu hypersensibles, très empathiques, où on ressent l'autre sans pouvoir l'expliquer, le mesurer, c'est ça qu'on appelle des zèbres. C'est pas forcément avoir un haut QI, c'est avoir un ensemble d'indicateurs, notamment conditions émotionnelles, etc., très, 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 très fort. Je pense que ma définition n'est pas tout à fait la bonne, mais c'est pour ceux qui ne connaissent pas le mot zèbre. En fait. Ouais, oui, c'est grosso modo, c'est ça. Moi, je dirais, et je rajoute ce que tu dis, en fait, je pense que c'est des personnes qui ont un quotient émotionnel au détriment du quotient intellectuel, Ouais. plus élevé en fait que la moyenne. Et Mm. d'ailleurs, si on fait une petite parenthèse, on voit que c'est souvent ces adultes-là ou ces enfants qui ont un quotient émotionnel plus élevé que la moyenne qui réussissent beaucoup plus leur vie. Ils sont plus en connexion avec ce qu'ils sont réellement, en fait, avec leur être profond. Généralement, ils créent leur propre activité ou ils font partie d'un organisme qui donne sens et qui ont des valeurs. Ceux qui ont un QI qui est plus élevé, généralement, ils suivent le moule. Donc, ils se retrouvent avec des postes dans le monde de l'entreprise avec des grosses fonctions, mais ils ne sont pas heureux. Ouais. Ça, c'est Ouais. important de souligner. Et c'est vrai que quand tu es zèbre, tu as aussi un fort goût de l'injustice, enfin une sorte de révolution de l'injustice. À un moment donné, être dissonant avec tes valeurs, ça te met dans une telle zone de souffrance et tu as l'impression d'être à côté de tes pompes en fait en permanence, qui fait que tu te dis qu'il va falloir changer. Et c'est peut-être pour ça que tu l'évoques en fait. C'est souvent des entrepreneurs ou des gens qui veulent se mettre probablement aussi au service de l'autre en tant que tel. Et du coup, tout ça, oui, alors oui, effectivement, c'est en train d'arriver de plus en plus dans le monde de l'entreprise avec parcimonie, mais c'est aussi beaucoup dans tout ce qui est innovation de demain. Les zèbres ont une sorte d'affranchissement à la société en se disant non, les mecs, on va pas dans le bon sens, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'on commence vaguement à en parler. Pardon. Et du coup, pour le système éducatif, pour toi, c'est tout ce qui est forme d'atypisme, parce que tu parlais de comment ça s'appelle, de 10 dans Oui. sous toutes ses formes, en fait. Oui. De plus en plus, les profs, ils sont sensibilisés ou pas. Parce que moi, typiquement, j'ai un de mes grands amis, il a découvert lui-même qu'il était zèbre il y a 5-6 ans, et c'est là qu'il a compris 10 ans d'enseignement où il s'est dit, il a redétecté tous les gamins qu'il avait eu dans sa classe et qu'il n'avait pas forcément eu la capacité d'accompagner parce que lui n'était même pas au fait que ça existait. Oui, bah oui, ça ne m'étonne pas. Alors oui, en fait, de plus en plus, ça c'est une certitude dans les formations, notamment dans les SP. Je te dis globalement, en fait, tout est en train de tendre dans cette direction. Sauf que en France, on a 15 ans de retard surtout, et donc du coup, on prend beaucoup de temps, nous, à chaque fois, à rattraper le retard. C'est valable dans tous les secteurs d'activité, enfin, à mon sens. Et donc, dans le monde de l'éducation, on n'y déroge pas. Et donc, ça avance, mais très lentement. Et ce qui nous manque aussi cruellement, peut-être pour que ça avance beaucoup plus vite, c'est que ce soit davantage médiatisé. Parce que les solutions, elles nous entourent, en fait, elles existent, et il y en a plein. J'ai réalisé un deuxième film, tu sais, mon premier film, c'est quoi le bonheur pour vous? Et Il est disponible sur YouTube, hein, c'est quoi le bonheur pour nous. Exactement. On va vous remettre les liens à tous ceux qui regardent le live ou en replay, on va vous mettre les liens au-dessous de la vidéo. Et le deuxième film que j'ai réalisé après s'appelle L'école de la vie, une génération pour tout changer. Et là, je suis parti à la rencontre de 120 professionnels en France qui proposent justement des outils pour accompagner les enfants, les parents et les enseignants, donc en dehors du système. La plupart de ceux que j'ai rencontrés sont des outils qu'ils ont mis en place il y a au minimum entre 20 et 30 ans. Donc ça fonctionne super bien. Ils sont connus, ce que j'appelle dans leur biosphère, c'est-à-dire qu'il y a probablement pour certains des centaines de milliers de personnes qui suivent leur actualité, qui sont au fait de ce qu'ils font, des outils qui sortent, des nouveautés, etc. Mais tout le reste n'est pas au courant parce qu'on n'en parle pas. Donc nous, ce qu'on essaye avec le Festival pour l'école de la vie et le Congrès Innovation et Éducation, c'est de parler justement de tout ça. C'est de mettre une lumière sur l'existant en disant « Attendez les gars, il y a plein de solutions en fait autour de nous, sauf qu'on n'est pas au courant. » Et donc, le film L'école de la vie sert aussi à ça.
Comme j'ai vu avec le film C'est quoi le bonheur pour vous, là on a atteint les 2 millions de spectateurs, ben, je me dis, mais c'est un merveilleux outil de communication, un film, tu vois. Et Ah oui. donc, je me dis, si on peut faire la même chose avec l'école de la vie, et donc du coup, aller sensibiliser les gens en leur montrant à travers le film, mais qu'il y a plein d'outils, je vais te Mm. donner un outil que je cite tout le temps quand je suis invité dans des salles de ciné, dans des interviews, etc. Parce que pour moi, déjà, il me touche personnellement de son histoire, et c'est juste énorme, tu vois. En fait, c'est une dame qui s'appelle Anne-Marie Guignard. Ok. Elle a créé une méthodologie qui s'appelle Défi 9. Donc, défi comme un défi, le chiffre 9. Et ça permet à n'importe qui, en une semaine, de ne plus faire de fautes d'orthographe. Comment c'est Mais possible? c'est possible. Ça a été validé par les scientifiques. Incroyable. Oui, et elle me dit en fait que l'éducation nationale ne veut pas en entendre parler. Les écoles dites nouvelles, alternatives, bien sûr, ils sont friands en fait de sa méthodologie. Et comme elle est dyslexique, elle aussi, elle a fait en sorte que ça soit vraiment accessible à tout le monde, donc y compris les 10, en une semaine. Pourquoi l'éducation nationale n'est pas friande de ça? Eh ben, il faudra lui demander, j'en sais pas plus que ça. Mais si tu as l'occasion, si tu veux, je te donnerai ses coordonnées, si tu veux. Avec grand plaisir. Tu sais, pour l'anecdote, nous, sur l'optimisme, les articles sur l'éducation sont toujours ceux qui sont le plus lus. Et il y a probablement un manque de moyens et d'outillage. Donc, c'est pour ça tous ces outils dont tu parles, qui sont présents au festival et dans les différents, enfin, dans le film ou ailleurs, est-ce qu'on peut trouver une boîte à outils sur ton site web? Admettons, je suis parent, j'ai des enfants où je me dis, bon, on n'est pas en train de les préparer au monde de demain, globalement, tu vois, pour faire assez court. C'est quoi les premiers pas? Qu'est-ce que je fais? Donc, on peut regarder effectivement ton film où déjà, ça te dit, OK, je ne suis pas tout seul, déjà, il se passe quelque chose. Rien que ça, c'est important. Et derrière, où est-ce que je trouve tous ces outils à mettre en place? Alors, on parle beaucoup aussi de tout ce qui est Montessori ou école démocratique ou des choses comme ça. À plus grande échelle, on parle de tout ce qui le CRI aussi fait des choses. Qu'est-ce que je fais moi aujourd'hui pour aller me renseigner sur ce qu'il existe? Eh ben, pour chaque événement, donc que ce soit pour le festival ou pour le congrès, on crée un guide, tu sais, un peu comme un petit magazine qui répertorie tous les exposants, qui répertorie toutes les conférences, toutes les personnes en fait qui sont présentes sur les événements. Donc pour ce faire, il suffit juste d'aller sur les deux sites. Donc il suffit d'aller sur le site du congrès Innovation en Éducation, d'aller sur le site du Festival pour l'école de la vie, et assez rapidement, on va tomber sur les guides qui sont en version PDF, en accès gratuit. Donc là, il suffit d'y accéder, et là, on a l'ensemble de toutes les personnes qui participent. Ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a créé un site internet qui s'appelle éducationalternative.fr et qui a pour objectif justement de fédérer tous ces acteurs. Donc, on a créé un annuaire, en fait, tu vois, on en est un peu au balbutiement, pour répertorier en fait toutes ces personnes qui sont méconnues, quoi, tout simplement. Ouais. Parce que pour le coup, il y a une grande appétence et comme tu l'évoquais tout à l'heure, on se sent démuni, on se dit que de toute façon, il n'y a pas grand-chose parce que personne ne s'y intéresse et c'est juste qu'on n'a peut-être pas encore mis le coup de projecteur dessus. Et c'est en ça qu'un festival comme le tien et des sites comme les tiens sont hyper importants. Je cite tout à l'heure, j'ai un pote qui a publié Connaissez-vous la différence entre l'école et la vie? Donc, je trouve ça, je ne sais pas si tu l'as déjà vu, ça. Il était dans un resto. Ouais. Et la réponse était à l'école, on apprend d'abord la leçon, puis on est mis à l'épreuve. Et dans la vie, on est d'abord mis à l'épreuve et après, on apprend la leçon. Quand tu parles d'école de la vie, on parle du système de l'éducation. Est-ce que l'éducation, ça s'arrête quand pour toi? Est-ce que finalement, je suis adulte, je me dis que je n'ai pas confiance en moi parce que je n'ai pas trouvé mes talents, mes faits, tu vois, ma singularité, peut-être, j'ai pas sublimé ce qui est beau en moi et on m'a toujours dit que j'étais un cancre. Par exemple, tu aurais pu avoir ce symptôme, tu es nul en maths, tu es un cancre, etc. etc. Est-ce que la formation, c'est pas sur tout au long de la vie? Est-ce qu'il y a des choses pour les adultes aussi? Parce que tu vas me dire, on peut être dyslexique adulte parce qu'on n'a jamais appris à ne plus l'être, en fait, tout simplement. Ah ouais, Alors, complètement. du coup, il y a des choses sur ton site aussi pour les adultes en questionnement? Alors là, oui, il faut aller sur le site de neobiennet.fr. Ok. Et donc, pour raccrocher ce que tu dis, moi, j'ai fait partie des enfants justement où on disait que j'étais un cancre, que j'étais nul. Tu sais, devant toute la classe, en plus, ça fait plaisir. J'ai d'ailleurs l'ancien directeur, hein, quand j'ai passé la deuxième fois mon bac, qui m'a dit avec un grand sourire que j'allais terminer SDF. Ouais, tu vois, tes gamins. Enfin, moi, j'ai subi un peu ce genre de choses, mais je sais que je suis pas le seul et on Bien sûr. tombe toujours à un moment donné sur un enseignant, tu vois, qui est un peu comme ça. Euh,
En fait, ce qui fait la grosse différence, à mon sens, c'est que moi, j'ai eu la chance, vers l'âge de 10-12 ans, de commencer à m'intéresser à moi. Donc, on va parler de développement personnel, Mhm. à travers un premier déclic où je suis parti pendant un mois aux États-Unis. En fait, je faisais partie d'un programme scolaire. C'était mon premier voyage et ça a généré un gros déclic d'une envie en fait de découvrir le monde et donc du coup de voyager. Et c'est devenu mon premier outil en développement personnel. Donc, je pars très souvent seul parce que j'ai besoin de ça. En fait, ça me raccroche avec qui je suis. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce qui nous manque à l'heure d'aujourd'hui, c'est justement un système éducatif qui équilibre le savoir et l'être. C'est-à-dire que dans notre système, on travaille beaucoup le cerveau, mais on ne travaille pas l'être. En tout cas, on ne nous accompagne pas à savoir qui on est réellement, à comprendre nos émotions, à savoir vers quoi on a envie de tendre, peut-être même des choses vers quoi on aura envie d'aspirer le plus tôt possible. Et ce qui nous manque, c'est vraiment ça. Donc, quand on arrive en tant que jeune adulte ou adulte, c'est comment à un moment donné, je peux me déconditionner justement de tout ce qu'on m'a appris pour revenir vraiment vers qui je suis réellement. Et c'est cette phase-là, en fait, qui est un peu longue, parce que le cadeau de la vie, j'ai envie de dire que c'est sans fin, tu vois. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment de notre vie, on peut reprendre le contrôle de notre vie et être vraiment en accord avec qui on est. Donc, et ça, c'est assez magique de le savoir. Maintenant, je ne dis pas que c'est simple, parce que le premier pas, en fait, c'est vraiment le premier pas qui est le plus compliqué. Mais si je devais résumer ce que tout le monde peut faire, à mon sens, parce que, allez, on va dire 80% de la population peut le faire, et je trouve que c'est une responsabilité citoyenne, c'est de prendre soin de soi. Et donc, faire ce premier pas tous les jours, sans s'en vouloir, si à un moment donné, je ne l'ai pas fait dans une journée parce que je n'étais pas motivé, par exemple, mais tous les jours de faire un effort, de faire du mieux qu'on peut pour prendre soin de soi. Donc, ça peut passer par son alimentation, ça peut passer par une activité sportive, de faire attention à son sommeil, de s'entourer de gens positifs, pourquoi pas de méditer, d'être très proche de la nature, enfin, il y a plein de petits outils comme ça, tu vois, qu'on pourrait mettre chacun et chacune dans notre quotidien et qui nous permettraient de tendre vraiment vers un bien-être corporel et aussi de notre esprit. Et ça, c'est accessible à tout le monde. La seule différence entre les gens qui sont sur le chemin et ceux qui ne le sont pas, qui disent pour moi c'est impossible, c'est qu'à un moment donné, ils ont franchi ce premier pas. Et ça a un côté aussi, on ne nous a pas appris, on nous a souvent dit que c'était égoïste, tu sais, ne serait-ce qu'à un moment donné, moi j'aime bien être toute seule. Je suis dans une position d'extravertie et j'aime bien être toute seule. Et je me disais, mais je suis inassociable, tu vois, vraiment. Et en fait, non, c'est qu'on a besoin aussi d'un équilibre entre soi et entre les autres parce que en étant bien avec soi-même, on est mieux avec les autres, en fait. Et on cherche beaucoup, quand on va pas bien, à être la béquille, tu vois, des autres. Et du coup, on est toujours un peu décentré de soi-même. Et je te rejoins complètement quand tu dis, prendre soin de soi, c'est un des fondements. Et comment est-ce qu'on sort de ce syndrome du mauvais élève? Parce que moi, le nombre de personnes qui me disent, moi, je ne suis pas grand-chose. Ce truc-là, c'est je ne suis que, et je ne suis que assistante, je ne suis que journaliste, je ne suis que manager, tu sais, tu mets ce que tu veux derrière, alors que pour moi, c'est des gens extraordinaires. Comment est-ce qu'on en sort? Parce que c'est probablement quelque chose qui est resté de notre système éducatif où on t'a classé, tu sais, on est dans l'air aussi, on classe les choses, tu sais, on en parlait juste avant en préparant, tu sais, dans l'air on te note à court terme, enfin, on note le resto, on note le bar, on swipe les gens sur Tinder, tu vois, Koh-Lanta, vous êtes le maillon faible, au revoir. On sort de cette culture-là, tu vois, qui est assez complexe. Comment est-ce qu'on en sort? Est-ce que ça fait partie de l'école de la vie, finalement? Ou est-ce que je m'éloigne du sujet de l'éducation à proprement parler, mais quand on parle de savoir-être, l'être, Oui, parce que pour moi, la vie, c'est une formation continue. Donc, il faut vraiment conscientiser que on nous a conditionnés à voir les choses d'une certaine manière, et donc notamment pour ces élèves qui pourraient croire que ce sont des cranks et qui sont que, je sais pas, assistants de direction par exemple, mais c'est parce qu'en fait la société leur a fait croire qu'ils étaient que ça, quoi. Mais ils sont beaucoup plus que ça, quoi. Alors, je sais que c'est pas évident pour une personne qui pense ça de se dire bah oui, je suis beaucoup plus que ça, mais il y a quand même des déclics. On peut avoir des déclics. Et s'il devrait avoir un premier déclic, c'est se dire bon, ok, potentiellement je peux être beaucoup plus que ce que je pense parce que je ne suis pas heureux et pas épanoui dans ce que je fais. Donc, si je ne suis pas heureux et épanoui, ça veut dire qu'il y a un manque, il y a quelque chose, en fait, je ne suis pas en cohérence avec qui je suis, quoi. Et ça peut être peut-être le premier point de départ d'une recherche. À l'heure d'aujourd'hui, on a une flopée de livres qui existent en développement personnel pour nous aider.
On a des chaînes YouTube à tout va avec des acteurs qui sont très très bons, des professionnels, qui sont des coachs par exemple, ou même d'autres professionnels qui peuvent être là justement pour nous aider et pour semer des petites graines, tu vois, pour générer des déclics. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, là, en 2020, on a suffisamment d'outils autour de nous pour se dire, pour ne pas se dire, ah ben non, c'est trop compliqué, j'y arriverai jamais, quoi. Non. Et de prendre aussi probablement sa responsabilité, parce qu'il y a aussi ce phénomène où tu vas lire, tu vas lire plein de bouquins, mais tu vas pour autant pas forcément agir. Et il y a quelque chose dans l'action qui est très important. Et l'action, ça peut être le simple fait d'être qui tu es. Ben, on ne se rend jamais compte de l'impact de l'impact sur les dominos, en fait. Quand toi, tu organises ton festival, tu as 15 000 personnes, mais tu as peut-être 100 000 ou 1 million de personnes qui vont être touchées parce que le mec, il aura parlé du truc à l'autre, etc. Et c'est aussi cet effet domino qui est probablement très important. Comment t'es passé ton premier film, c'était sur le bonheur, en l'occurrence. Est-ce que tu peux nous en dire aussi quelques mots? On n'est pas... parce que c'est probablement très, très lié l'un à l'autre aussi. Ben oui, parce que quand je me suis lancé dans cette initiative déjà à l'époque, c'est que je ne savais pas que j'allais en faire un film. Donc ça a commencé au Canada parce que je créais des ponts entre le Canada et la France de manière professionnelle. Et j'avais décidé de rester sur place un petit mois. Et à un moment donné, j'étais chez quelqu'un et on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait un blizzard. Et on a commencé à parler de beaucoup de choses. En gros, on a refait le monde pendant toute une journée. Et à un moment donné, le sujet du bonheur, il est arrivé sur notre discussion. Et très spontanément, je lui ai demandé si ça ne la dérangeait pas que je la filme quand elle me donnait un peu sa définition du bonheur. J'ai regardé cette définition le soir en me couchant. J'ai trouvé ça génial. Et d'abord, sous l'angle de ma casquette d'homme de communication, j'ai envie de dire. Et je me suis dit, tiens, un super outil en fait pour amener les gens à réfléchir à cette question. Et donc, j'ai profité de mon passage au Canada pour interviewer les gens sur mon passage, comme ça. Moi, ça m'a bien plu aussi, ça me faisait vibrer, j'étais très à l'aise avec ça. J'ai découvert d'ailleurs une forme d'excellence journalistique, tu vois, où je suis très à l'aise en fait dans ce rôle-là. Et j'envoyais en parallèle les vidéos au bureau, et puis ils trouvaient ça génial. Et à un moment donné, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Et moi, je leur dis, ouais, vous plaisantez, carrément, il faut continuer, c'est génial. Et comme je me déplace 6 mois de l'année, comme je te le disais, je me suis dit, je vais profiter de mes déplacements pour continuer à interviewer les gens que je croise comme ça dans les avions, partout et tout, etc. Et je leur poserai à chaque fois cette question, c'est quoi le bonheur pour vous? Et en fait, je me suis fait prendre à ce jeu-là. C'est-à-dire que plus j'avançais et plus je posais les questions, plus je m'apercevais de plein de choses. Déjà, dans un premier temps, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y avait une personne sur 4 qui était incapable de me donner une définition comme ça spontanément. Et là, j'ai trouvé ça très curieux. Je me suis dit, c'est fou quand même, les gens, ils sont tellement conditionnés à ne pas prendre soin d'eux, à ne pas s'occuper d'eux, juste pour réfléchir à est-ce que je vais bien, c'est quoi le bonheur pour moi. Après, comme je publiais des interviews sur une chaîne YouTube qu'on a créée qui s'appelle Néo Bien-être aussi, eh ben, je voyais que ça générait des déclics parce que les gens laissaient des commentaires, m'envoyaient des messages en me disant waouh, mais c'est génial ce que vous venez de publier, ça a généré quelque chose en moi, merci. Et après, j'avais fait le tour un peu de la population et je me suis dit, bon, maintenant, un peu inspiré de Yann Arthus Bertrand dans Terre vue du ciel, qui allait voir des spécialistes dans leur domaine, je me suis dit, tiens, maintenant, je vais aller voir des pros, des gens qui ont passé des années et des années à étudier un sujet et je vais voir en fait ce qu'il en sort de tout ça. Je me suis acheté un drone. À l'époque, le drone venait d'arriver sur le marché et je me suis dit, je vais en profiter pour faire des prises de vue aériennes, vraiment comme Yann Arthus Bertrand. Et puis, Inch'Allah, on verra bien ce que ça donne. Et donc, les vidéos de drone, je les publiais sur notre page Facebook Néo Bien-être et j'avais plein de commentaires, plein de likes de personnes qui me disaient waouh, c'est magnifique et tout, etc. Et donc, moi, ça me plaisait bien aussi, je trouvais ça très beau, donc je continuais d'alimenter. Et puis, ces interviews qui duraient 1 heure 30 de ces gens qui étaient vraiment, je vais dire, des pros dans leur domaine, a été un générateur de déclic et de prise de conscience, mais colossal, pendant 4 ans. Et ça m'a impressionné, en fait, de recevoir encore d'ailleurs à aujourd'hui des messages de personnes qui me disent j'ai écouté telle personne, ça a généré un déclic, et merci parce que maintenant je vois la vie autrement. Et puis, je rêvais par exemple de créer mon entreprise, c'est demain je fais la démarche pour créer mon entreprise. C'était énorme. Oui. Et c'est vrai aussi qu'on ne se rend jamais compte. On admire toujours des gens et on se dit, mais moi, mon petit discours comparé à lui, c'est pas grand-chose. Ou inversement, on est introverti, alors on se dit qu'on n'a pas la capacité de parler, mais l'introverti va parler à celui qui est introverti, l'extraverti à l'extraverti, et en fait, on n'est jamais trop petit pour mettre en avant ce qu'on fait, pour le sublimer, parce que ça peut servir à l'autre.
Et c'est vrai que c'est assez dur, en fait, naturellement. On parle d'ego, etc. On a un peu peur de se mettre en avant. Mais c'est aussi cette simplicité, cette beauté des gens qui s'engagent, qui en incitent d'autres à s'engager. Donc, et j'imagine qu'on t'a posé moult fois la question, c'est quoi le bonheur? Excuse-moi, mais tu dois avoir une réponse préparée, non? Alors, oui, en plus, j'ai une réponse, on va dire, préparée. Sauf que ce que je dis très souvent, c'est que je donne ma définition du bonheur à la fin du film, tu sais, pendant le générique de fin. Et donc, pour pas trop spoiler la fin, tu peux pas la en fait, alors, donc, je la pose à tous ceux qui sont en train de regarder la vidéo, qui la regarderont en replay. C'est quoi votre définition du bonheur? Ça peut aussi faire même des livres, ça peut faire des œuvres d'art, quelque chose comme ça. Moi, je trouve ça très, en fait. C'est clair. En fait, moi, j'ai réfléchi à un point quand j'ai créé mon entreprise en 2003. Je me suis dit, Julien, c'est quoi en fait tes besoins? Donc là, tu te lances dans la création d'une activité, mais c'est quoi tes besoins? Et donc, je me suis dit, bon, bah, alors, tu sais, en fait, j'étais tombé sur un bouquin qui parlait un peu de ça, donc j'ai fait une liste de mes besoins. Et en fait, ma liste, elle était très courte, quoi. Et en fait, moi, ça n'a pas changé. J'ai besoin de manger, de dormir, d'être en contact avec les gens, l'amour, l'amitié, d'être en pleine nature. Ouais, grosso modo, c'est ça, en fait, tu vois. Et c'est quand je réponds à ces besoins-là, bah, moi, je suis bien, en fait. Et j'ai le sentiment que ça répond à une partie de la question, c'est quoi le bonheur pour toi, Julien, en fait. J'ai pas l'impression d'avoir d'envie de plus pour me sentir bien et pour être heureux. Depuis le début de l'interview, je suis en train de réfléchir. Si tu m'avais posé dans un avion, c'est quoi le bonheur? Déjà, est-ce que j'aurais répondu la même chose en fonction des années? Ça, c'est une question que je me pose. Et le premier truc qui m'est venu en tête, c'est la simplicité. C'est en me disant, bon, ben, c'est une sorte, c'est la simplicité. On ne veut pas faire trop long. On s'est dit qu'on se fixait sur 3/4 d'heure. Je ne sais pas s'il y a des questions qui vont passer. Est-ce que tu peux nous raconter du coup ce qui va se passer à la rentrée avec tes projets? Donc, on va remettre tous les liens pour toutes les ressources, on va dire, d'éducation au-dessous de la vidéo. Mais c'est quoi les prochains événements de Julien Perrault et de son équipe? Je sais que tu c'est ce que j'allais te dire, oui, parce que tu vois, en fait, souvent, c'est moi qui suis interviewé, c'est moi qui ai mis en avant, mais je suis entouré de magnifiques personnes. Et donc, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais là aujourd'hui si je n'avais pas une équipe derrière moi qui est quoi. Donc, c'est bon de le rappeler quand même. Et je trouve que je ne le dis pas assez d'ailleurs. C'est vraiment grâce à toutes ces personnes qui m'entourent que je peux mettre en place toutes mes idées, tu vois. Et donc, ils me suivent un peu dans mes délires, quoi. Donc, merci à l'équipe, merci. En fait, là, en octobre, le 24 et le 25 octobre, on organise le 4e congrès innovation en éducation. Donc, c'est un congrès, donc, ce qui veut dire qu'il y a 10 conférences et 2 débats. On parle d'éducation. Il y a 28 stands qui seront présents, donc c'est à Paris. Tu invites qui, par exemple, comme en termes d'intervenants? C'est vraiment, est-ce que tu as un mélange de recherche? Est-ce que tu as quelques scientifiques qui viennent maintenant ou pas? Oui. Bah oui, en fait, déjà, je suis très content parce qu'il y a Arnaud Stern qui vient donner une conférence. Et Arnaud Stern, c'est un peu un dinosaure dans le monde de l'éducation quand même. C'est un monsieur qui a 95 ans. Il y a des centaines de milliers d'enseignants qui ont été en fait de sa méthodologie. Il a créé en fait le jeu de peindre. Et je pense que on arrive là à un moment donné où ça va être quasiment les dernières conférences qu'il va pouvoir donner, tu vois. Donc, je suis très honoré en fait qu'il vienne. Il y a son fils aussi qui vient, André Stern, donner une conférence. Il y a Sophie Rabi que j'apprécie beaucoup, qui est devenue une amie. Il y a Isabelle Pelou aussi. Il y a Philippe Nicolas, qui est un enseignant que j'adore aussi, qui est très inspirant pour les enseignants, qui réintègre la nature en fait dans le monde de l'éducation, et c'est ce qui nous manque aussi potentiellement dans notre système éducatif. Il y a une jeune que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Rebecca Sfage. Rebecca Sfage, c'est une jeune fille aussi qui se bouge. Tu vois, en fait, il y a plein d'acteurs qui se bougent, un peu comme toi, comme moi, comme plein d'autres, tu vois, des centaines de milliers. Mais il n'y a personne qui... Et je trouve ça trop dommage parce que elle fait des choses aussi extraordinaires. Je ne veux pas spoiler, mais voilà, vous allez sur la programmation et vous verrez en fait ce qu'elle fait. Qui on a d'autres? Il y a Isabelle Filiosa aussi qui revient cette année. On est très content qu'elle soit présente. Voilà, donc il y en a d'autres. Hein. Il y a qui? Leslie Coutran.
Alors, Leslie Coutran, c'est une belle rencontre que j'ai faite au Festival pour l'école de la vie. C'est une ancienne actrice, elle était dans le monde du cinéma. Et elle a eu un déclic, elle fait partie de ces gens qui ont eu un déclic en se disant, mais qu'est-ce que je fais? Je suis en train de passer à côté de ma vie, je ne comprends pas, en fait, ça ne me correspond pas. Et donc, du coup, maintenant, elle fait des TED, tu sais, des conférences TED. Et donc, son idée, c'est de parler beaucoup de numérique, et notamment des écrans, en montrant qu'il y a tout à réinventer autour de ça et qu'on peut essayer de l'adapter dans le monde de l'éducation, mais il faut un peu s'en méfier. Et donc, du coup, il y a beaucoup de choses à dire autour de tout ça. Oui, parce Donc, que c'est un vrai sujet aussi. La téléécole, je ne sais pas si on dit comme ça, mais nous, on est beaucoup suivis par des professeurs, en l'occurrence sur l'optimisme, et on sait qu'ils ont aussi souffert de cette mise au numérique d'un coup qui demandait de réinventer aussi les techniques. Ils n'ont jamais été formés, en fait. Tu vois, c'est normal que d'être un peu branque-ballon là-dedans, mais et si jamais ça réarrive, comment est-ce qu'on s'y adapte, si jamais aussi les urbains partent en région, ce qui semble commencer vaguement à se dessiner déjà, alors qu'on n'est pas très longtemps post-confinement. Est-ce que du coup, il y aura de plus en plus d'écoles à la maison ou pas? Parce que tu as des parents aussi qui ont trouvé que c'était cool. ouais. Tu as ceux qui sont hors d'épuisement et tu as ceux qui se sont bien, c'est cool, j'aime bien mes enfants. tu vois, tu as de tout. Et donc, j'imagine qu'il va y avoir de plus en plus aussi d'apprentissage des parents et des enseignants sur ces sujets. Donc, c'est des pierres angulaires à la société de demain. Donc, ça, c'est le festival 24-25. Non, c'est le congrès. Donc, 24-25 octobre, Ouais, c'est ça. Le à Paris. festival, c'est que 2021, c'est ça? C'est ça. J'ai bien retenu. On peut aller sur ton site en attendant Oui. pour aller chercher toutes les ressources pédagogiques. Nous, on va publier aussi plusieurs articles au fil des mois sur des sujets éducatifs parce qu'on soutient forcément ce genre d'initiative. On trouve ça incroyable. Comment les lecteurs peuvent t'aider aussi pour mettre un peu la main à la pâte même si on ne peut pas te soutenir financièrement ou est-ce que tu recherches des ressources? Est-ce que vous faites des études? Parce qu'à un moment donné, si la science ne vient pas, est-ce que ce n'est pas nous qui allons à la science? Tu vois, ça, c'est des questions. En fait. Pour nous aider, j'ai envie de dire, parler de ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Tu vois, l'idée, c'est un peu comme toi, tu le fais. Merci beaucoup et ton équipe de relayer l'information autour du congrès, autour du festival pour l'école de la vie, des actions qu'on mène. Je pense que ce que les gens peuvent faire, c'est relayer l'information, relayer cette vidéo, aller voir sur nos sites et puis relayer les sites, je sais pas, sur les réseaux sociaux, à travers des newsletters, peu importe. Nous mettre en contact avec des journalistes, pourquoi pas m'interviewer aussi comme on le fait là maintenant. Tout est envisageable. L'idée, je pense, c'est vraiment, comme je te le disais, on manque de médiatisation dans le monde de l'éducation. Nous, on a mis un gros coup de collier autour de ça, mais on n'en est qu'au début, en fait. C'est vraiment que le début. Il y a beaucoup de choses encore à faire. Donc, tous les leviers de communication qui pourraient être bons. Alors, s'il y en a un qui me vient à l'esprit, tu vois, je me suis fixé un objectif. Parce que j'ai fait beaucoup de radio, j'ai fait beaucoup de presse, j'ai fait quelques plateaux télé, mais il me manque un plateau télé avec une grosse audience et il faudrait que je puisse passer sur TF1 ou France 2, tu vois. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des connexions. Il y en a forcément, moi je suis toujours surprise, il y a pas mal de journalistes. Donc, je vais moduler ta demande en disant oser proposer ce genre de sujet. Parce que moi, je sais qu'on a des journalistes à peu près de tous les médias et de tous les grands médias. Ils se disent ça va jamais passer. Mais montrons aussi que le sujet est un des sujets, une pierre angulaire, on va dire, pour tous les parents. C'est juste qu'on n'ose pas forcément en parler et c'est juste que c'est des sujets invisibles et pourtant qui touchent quasi toute la population parce que si tu n'as pas d'enfants, c'est tes neveux, tes nièces et tu as forcément dans ton entourage des gens qui se disent mais le système éducatif il m'a broyé enfin c'est et il n'y a pas une à jeter à qui que ce soit, c'est tout simplement que en l'occurrence, il y a un manque de, comment ça s'appelle, de lien en fait, d'accès aussi à l'information. Les profs aussi, il faut quand même le dire, hein, parce que nous, on en connaît beaucoup. De temps en temps, c'est sur leur denier personnel qu'ils vont aller chercher des pédagogies différentes
et ils se disent, moi, je le fais par amour pour ma vocation. Et puis, derrière, à côté, le voisin, l'autre prof de l'autre classe, ils s'en contrebalance et il ne fait rien. Donc, tu as des sortes d'injustices aussi qui se créent. Donc, en tant que citoyen, tu évoquais le fait que tu es un citoyen. Nous sommes tous des citoyens. Osons porter le sujet en disant mais c'est important, c'est pas un non-sujet en fait, et qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, qu'on n'ait pas d'enfants, peu importe. D'autres actus à nous annoncer ou pas? Oui, on a un jeu de cartes qui va sortir en octobre. C'est un jeu de cartes qui est inspiré du film C'est quoi le bonheur pour vous? Ok, Ouais, qui a 168 cartes avec un dé. Et en fait, si tu veux, notre idée, c'est d'amener le bonheur dans le monde de l'entreprise et dans les écoles et dans les foyers de manière ludique. Donc, on aborde des sujets qu'on n'aborde pas forcément dans la vie de tous les jours. Et ça d'accord. permet de mieux connaître son collègue, de mieux connaître les membres de sa famille, de mieux se connaître en fait aussi tout simplement. Et tout ça de manière ludique, donc on rigole. Et ce jeu de cartes, il devait sortir là pendant cette période de confinement, mais du coup, tout a Ah, été décalé. Et donc là, il sortira maintenant au mois d'octobre. ok. On a des remarques. La première, c'est une belle définition du bonheur de Salia qui dit: le bonheur, c'est mon chemin d'âme et d'équilibre, du Mmh. corps, de cœur, de mental. Je trouve que c'est ce que chaque être humain cherche, quoi qu'il fasse. C'est clair. On la souligne parce qu'on la trouve jolie. On a une question de Marion sur le congrès. Les conférences seront-elles retransmises quelque part? Alors oui, toutes les conférences sont enregistrées, donc du coup filmées. Et quelques mois après, on crée un pack, donc un pack vidéo, qui est en accès payant sur le site du Congrès Innovation et Éducation. D'accord. Vous faites des petits extraits quand même de quelques conférences ou Exactement. pas? C'est Ok, ça, ouais. On fait des extraits de 5 minutes pour montrer ok, à quoi ressemble la conférence. Et après, on ok, peut acheter le pack. Et sinon, là, on a créé une clé USB qui ok. comprend les 28 conférences des 2 dernières éditions. Et on la vend que pour 49 euros. Donc là, ils ont accès en fait à l'entièreté des 2 dernières éditions sur clé USB. Je sais que c'est très pratique pour les enseignants parce qu'ils ont juste Ok. à se plugger et donc du coup, ils peuvent regarder les conférences. Ok. Voilà. Bon, Julien, je pense qu'on a tenu le timing. Nous ne sommes pas restés 1h30, mais c'est parce que je sais qu'on va aussi être amené à se recroiser, à rentrer probablement un peu plus au cœur de certains sujets sur les outillages pédagogiques, etc., etc. Mais ton site étant aussi des mines d'informations en soi, c'est aussi cette sorte de curiosité. Et puis, il y a tes emails, il y a les emails, il y a ton équipe aussi qu'on peut contacter pour toutes les questions. Je le redis, en tout cas, allez regarder les films Ouais. qu'on peut trouver. On trouve aussi pas mal de tes vidéos sur Internet. On connaît un peu mieux ton parcours. On a passé des phases de vie, tu vois. On n'est pas rentré dans tous les détails. En tout cas, de ce que ça me dit, c'est qu'on peut avoir confiance aussi en l'avenir parce qu'il y a des gens partout qui s'engagent sur des sujets fondamentaux et que le centre de gravité qu'on doit absolument tous déplacer, c'est ce sur quoi on va mettre le focus aujourd'hui. Tu vois. Exactement. Bon, alors il y a des périodes qui sont plus compliquées que d'autres comme en ce moment, mais plus on va mettre en avant ces initiatives, plus on va peut-être aussi rassurer la population en disant: rassurez-vous, ça avance. On note que s'il y a des chercheurs on sait qu'on en a en plus autour de nous. Si vous avez envie de vous intéresser, peut-être des doctorants, des thésards, il y a aussi beaucoup de Ouais. crédits recherche sur ce genre de sujet, enfin Ouais. sur du crédit recherche pour tout type de sujet, mais ça peut être un des sujets fondamentaux. Et on se dit que c'est pas bankable parce que on n'est pas sur un truc tech machin. Qui fait fantasmer tous les financiers du monde, mais on est sur un changement sociétal, un changement de nation, une préparation de la génération à venir aussi à s'adapter au changement. Et on a une chance incroyable que d'avoir un système éducatif aussi incroyable, à nous, citoyens, de demander aussi à ce qu'il évolue comme évolue le monde. Tout simplement, et à nous d'agir tous. Julien, je te souhaite une belle soirée. Merci. Je te remercie. À tous, merci d'avoir regardé. On ne prend jamais
on peut pas prendre toutes les questions. On sait qu'il y a beaucoup de replays aussi. Donc, merci à tous. On vous annoncera les prochains lives très prochainement. Et on se retrouve sur le site en ligne pour d'autres articles sur Julien. Je crois qu'il y en a un qui a été publié hier ou aujourd'hui de mémoire. Et il y en a d'autres qui vont venir et vous en saurez encore plus sur Julien. Merci, à très bientôt. À bientôt.